Je pose la question, Monsieur le Président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça ne fatigue pas toujours de poser des questions tout le temps? Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Il a été député, maire, président de la République de 2007 à 2012. Et le voici condamné depuis le 25 septembre 2025 à 5 ans de prison ferme. La date de son départ pour la prison est fixée à la semaine prochaine, le 21, je crois, le 21 octobre. Alors, motif, association de malfaiteurs, affaire, financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, fait reprocher, demande de fonds au régime de Muammar Kadhafi via ses proches. Relax, alors il a été relaxé de corruption passive et détournement de fonds publics, exécution peine immédiate malgré qu'il ait demandé appel, motivation du tribunal, gravité exceptionnelle des faits, incarcération, je l'ai dit, le 21 octobre à la prison de la Santé, et autres condamnations, l'affaire des écoutes Bismuth, l'affaire Big Malion, et c'est la première fois dans toute l'histoire de France qu'un président de la République fait de la prison effective. Est-ce que c'est exact, Philippe Deveul? Bonjour Philippe Deveul, vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes enseignant à Paris 5, Descartes. Bonjour Philippe Deveul. Bonjour André Berkoff. Oui, c'est la première fois qu'un président de la République, toute République confondue, est condamné à de la prison ferme, avec un mandat de dépôt et l'exécution provisoire, ce qui grève la possibilité de se présenter libre devant une audience en cour d'appel oui. Du tribunal correctionnel, du tribunal judiciaire correctionnel. Donc, c'est un fait unique. Alors, je rappelle quand même qu'il y a déjà eu Jacques Chirac qui a été condamné avec de la prison avec sursis suite à son mandat en 2007. Mais il n'a pas fait de prison. Non, mais il y avait quand même une condamnation de prison avec sursis. C'est-à-dire c'est quand même une peine assez lourde pour un président de la République. Exact. Et là, cette fois-ci, avec Nicolas Sarkozy, il y a cette condamnation de prison ferme. Il sera amené à se rendre à la prison de la Santé le 21 octobre, où il sera incarcéré. Alors, évidemment, c'est une personnalité, c'est un président de la République, il ne sera pas mis en cellule avec un co-détenu, il aura une cellule à titre individuel, et il y aura quand même certains problèmes de sécurité, comme combien même il est condamné, ça reste un ancien président de la République. Donc, il faut que quand même l'État subvienne à sa protection à l'intérieur de la prison, car on ne sait jamais ce qui peut se passer compte tenu de la réaction d'un détenu qui pourrait le croiser et s'en prendre à une personnalité politique. Ouais. Donc tout ça, ça dépendra évidemment de l'administration pénitentiaire, du fait de ses connexions avec le ministre de la Justice actuel. Je pense que l'administration pénitentiaire sera avisée justement du caractère exceptionnel de ce détenu. Ouais. Alors, beaucoup de questions s'entrechoquent, s'entremêlent. Et pardon, cher maître, une question d'abord. Il a eu un mandat de dépôt quand il a... Oui. Bon. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû être arrêté à la barre après... Voilà, et conduit tout de suite en prison. Le délibéré du tribunal judiciaire correctionnel de Paris. Et comme il a une personnalité quand même atypique en tant que condamné, le tribunal lui a donné un certain délai pour s'organiser, lui donner ce rendez-vous du 13 octobre pour lui signifier sa date d'incarcération. Donc 5 ans de prison ferme, c'est très lourd. Personnellement, je trouve que c'est une condamnation qui, au motif d'association de malfaiteurs, qui peut monter jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Donc les juges ont décidé du quantum de la moitié du maximum de la peine. Montre une volonté certaine de marquer le coup concernant un ancien président de la République français. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de questions se mêlent. Certains se réjouissent de l'incarcération
de Nicolas Sarkozy pour différentes raisons, surtout des motifs politiques. D'autres sont choqués, ceux qui font partie de ses soutiens, de ses amis, d'abord de ses proches, sa famille et de ses soutiens, et aussi d'une classe politique. Alors, évidemment, André, il y a beaucoup de questions qu'il est juste de se poser. Personnellement, lors de notre entrevue, on ne va pas refaire le procès, on n'a pas tous les éléments, surtout que le délibéré représente à peu près 500 pages, que je n'ai pas eu le temps de le regarder. Mais évidemment, j'ai compris le message de cette décision de justice. Est-ce qu'elle est politique, Philippe Deveul? Est-ce qu'on peut parler, en l'occurrence, ne pas généraliser, est-ce que c'est une justice politique? On va parler franc-jeu. Parce que, bon, les discours un peu feutrés en disant oui, c'est scandaleux, on va y arriver. Mais ce qui me choque en tant qu'avocat, c'est l'exécution provisoire. Ce qui empêche... Alors, qu'on soit condamné, c'est une chose. On peut l'être. Mais l'exécution provisoire de la décision montre quand même une volonté des juges de l'enfermement immédiat de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'au même il fera appel, il devra comparaître détenu avec des menottes. C'est-à-dire que quand il arrivera dans la salle, on lui retirera les menottes. Et donc, l'image sera très dure et très forte en attendant cette date d'audience d'appel. Je ne sais pas, compte tenu du dossier, je ne sais pas si à ce moment-là, le président Sarkozy sera relaxé de la première peine. Ça me semble assez difficile, compte tenu de la motivation du jugement. Donc, ce sera vraiment une bataille judiciaire assez âpre pour sa défense, pour mes confrères qui vont le défendre. Mais c'est toujours possible. Alors, c'est en ce sens que l'exécution provisoire me choque en tant qu'avocat qui reste attaché à une certaine idée de vous voulez dire, Maître Deveul, en fait, c'est qu'ils auraient dû attendre peut-être la cour d'appel, enfin le jugement de la cour d'appel, et après dire, bon, bah écoutez, on le met en prison. Voilà, c'est-à-dire que là, l'appel aurait été le jugement définitif de Nicolas Sarkozy, et si la cour d'appel avait estimé qu'alors là, il fallait l'incarcérer, bon, bah là, il y aurait une incarcération. Mais là, on ne lui laisse pas de chance d'arriver libre devant une cour d'appel. C'est ce qui me choque quelque peu dans cette décision. Donc, est-ce que ce n'est pas une justice politique? Soyons clairs. Ah, ben justement, cette exécution provisoire qui me paraît être une option de décision politique de la part de ce tribunal, de la part de la présidente. Au même titre, alors là, on baisse dans la gamme, mais au même titre de l'exécution provisoire de Marine Le Pen, qui est la candidate naturelle du Rassemblement national pour se présenter à une élection, et qui est condamnée, mais cette exécution provisoire l'empêche de se présenter, puisqu'elle a une interdiction de se présenter à une élection. Donc c'est quand même au peuple français de trancher, compte tenu de la décision de justice, de savoir si elle est digne ou pas d'accéder à la fonction suprême. C'est en ce sens que ces options de jugement sont des décisions politiques où le juge met la main sur la carrière politique de candidats qui ont quand même l'onction, et qui ont eu l'approbation de la souveraineté populaire lors d'un vote aux élections présidentielles. Et c'est en cela que ça m'amène à conclure qu'il y a une décision politique. Alors, ce qui nous amène dans un autre débat sur la fonction des juges en France et de la justice. Eh oui, parce que c'est vrai, mais c'est ça le vrai débat, parce que si vous voulez, on sent quelquefois, et je ne vais pas vous énumérer les mises en examen dans tel ou tel camp, hein, bon appétit aux ministres intègres, disait Victor Hugo dans Hernani, mais est-ce qu'il n'y a pas là, Philippe Deveul, un vrai problème, encore une fois, la justice très bien, le troisième pouvoir, la balance, le bandeau qui couvre les yeux, mais vraiment, beaucoup de gens, et vous le savez très bien, aussi bien que moi au moins, se posent des questions. Encore une fois, il ne s'agit pas de défendre ou de condamner Sarkozy, mais il a été, juste je rappelle, et c'est là où j'aimerais avoir, il a été relaxé de corruption passive, relaxé de détournement de fonds publics, et reste effectivement l'association de malfaiteurs. Très bien. Mais en attendant...
qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de gens, et on va faire l'énumération, qui sont aujourd'hui ministres ou autres, qui ont été mis en examen, qui ont eu des affaires, eh bien, la justice est nettement plus lente avec eux que, par exemple, là je le cite, un certain François Fillon, poursuivi par le parquet national financier 2 heures après l'article du Canard enchaîné en 2016 ou 2017. Oui, alors, pour des gens de la profession judiciaire et juridique, ça pose quand même certaines questions de savoir comment le parquet actionne ou pas une plainte au pénal. Oui. Et il est vrai qu'il y a différentes vitesses. Je l'ai vécu dans des affaires personnelles lorsque certaines personnalités publiques étaient des victimes et j'ai vu la célérité du parquet pour instruire, pour avancer sur la manifestation de la vérité et charger la personne qui était mise en cause. Et puis parfois, quand ce sont des personnes lambda, on a des plaintes qui traînent du fait de l'encombrement judiciaire, mais aussi du manque d'appétence des juges sur un dossier. Donc il y a une sorte d'iniquité et d'inégalité du traitement des affaires judiciaires devant la justice. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises, et notamment, ce qui est beaucoup plus grave, dans des affaires de terrorisme où la justice a montré un laxisme total. Par exemple, et je vous en ai parlé avec vous, sur l'affaire du Bardo, où il y avait une instruction miroir. L'affaire du Bardo, rappelez l'affaire du Bardo pour nous. L'affaire du Bardo, c'était un attentat en Tunisie du 18 mars 2025 où 22 personnes ont été victimes d'un attentat terroriste islamiste et dont il y avait parmi ces victimes 4 Français décédés, dont j'avais une des victimes plus des ayants droit. J'avais 6 victimes au total et j'avais mis en cause directement la justice tunisienne, notamment le juge d'instruction que j'avais accusé de collusion avec les islamistes. Et évidemment, j'en avais évoqué la question au plus haut niveau avec le président François Hollande, qui m'a dit « Oh là là, on ne peut pas se mêler, c'est la Tunisie, c'est compliqué, ils vont me faire des reproches aussi en France sur les attentats du Bataclan, etc. » Mais il était au courant de la situation. Ouais. Et pire encore, c'est que la juge d'instruction qui avait le dossier en main, Madame Isabelle Couzy, m'a convoqué avec mes victimes pour nous faire comprendre qu'on ne pouvait pas s'en prendre à la Tunisie, et surtout à ce juge tunisien. Et pendant que je vous parle, ce juge tunisien qui s'appelle Béchir Hakremi, nos auditeurs pourront le constater, pendant que je vous parle, est emprisonné pour justement avoir eu des collusions avec le parti islamiste et avec les islamistes qu'il avait relâchés au motif de torture qui n'avaient jamais été établie. Donc, quelque part, je ne suis pas étonné d'une forme de justice asymétrique, de défaillance de la justice. Et je le parle sans parti pris, sans utiliser une sorte d'argumentation politique, parce que je suis candidat à aucune élection, je ne suis pas adhérent à un parti politique, mais je suis quand même assez attaché aux valeurs de droit, et surtout pour défendre des victimes qui ont subi un préjudice énorme du fait de l'impéritie des États, de la collusion justement de pouvoirs ou d'autorités comme la justice et de l'inaction des politiques. C'est simplement pour vous faire une démonstration que on peut critiquer la justice quand on a véritablement des arguments et des preuves à l'appui. Et je vais fermer cette parenthèse, mais qui me tient à cœur. Donc, alors justement, vous avez cité un exemple très intéressant, et il y en a beaucoup d'autres, sur cette justice à géométrie variable ou à plusieurs vitesses, enfin, à voir. Mais justement, creusons un peu ça, Philippe Deveul, c'est intéressant. Est-ce que le parquet, est-ce qu'il faut en général, est-ce que le parquet doit continuer, parce qu'il faut voir, encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser, il y a des gens formidables, des gens moi-même, c'est comme dans toutes les professions, mais est-ce que le fait que le parquet, que la carrière d'un parquetier soit dépendante du ministère de la Justice, du président de la République, quel qu'il soit, à gauche ou droite ou ailleurs, est-ce que c'est pas quelque chose qui pèse dans le fonctionnement, notamment en France, de la justice? Oui, alors, il faut penser surtout aux justiciables. Alors, évidemment, on peut avoir de la compassion ou pas à l'endroit de Nicolas Sarkozy, mais il faut penser surtout aux justiciables. Que pense
le citoyen qui est injusticiable et qui peut être soumis à la justice tous les jours, à chaque moment, soit en tant que mise en cause ou soit en tant que victime. Eh bien, il est en droit de se poser d'énormes questions en se disant, mais si la justice est politisée, si mon profil ne correspond pas au standard du juge qui va prendre mon dossier en main, ou même si je suis mise en cause et je pense qu'un juge n'a pas les mêmes opinions politiques que moi, que va-t-il se passer à mon endroit? Et ces personnes sont, à juste titre, elles peuvent se poser ces questions, car on s'aperçoit évidemment que dans des affaires de délinquance, de criminologie, des affaires criminelles, pardon, qu'il y a des injustices, dans le sens que des victimes ne sont pas ne sont pas reconnus en relâchant, par exemple, des récidivistes, en relâchant des gens qui ont commis des délits et des crimes assez graves, aussi bien contre des fonctionnaires de police, contre des personnes tout à fait paisibles contre un citoyen cité. Lambda, oui, absolument. Voilà, et on s'aperçoit que c'est encore une vitesse, non pas à 2 vitesses, mais à plusieurs vitesses. Ouais. Parce que semble-t-il qu'il y a des profils qui pourraient être susceptibles de clémence, alors que ce sont des gens qui sont bien souvent des OQTF, des gens sans papier valide. Attendez, Maître Deveul, arrêtons-nous 2 secondes sur cette phrase ultra comique, de peur d'être obligé d'en pleurer, rions-en. Obligation de quitter le territoire français, et vous savez mieux que moi combien de personnes, je veux dire, obéissent, ou en tout cas actent cette obligation qui n'existe pas. C'est 6 à 7% de personnes au QTF qui quittent le territoire. Oui, parce que ce sont des décisions de justice administrative où les CRA sont débordés, où évidemment les décisions sont prises par les préfectures justement d'inviter ces individus à quitter le territoire français, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de moyens, c'est très compliqué, et puis souvent il y a d'autres confrères qui vont tout faire pour faire échec à ces OQTF. Donc à certains niveaux, la justice fonctionne, le droit fonctionne, mais est-ce vraiment dans l'intérêt des victimes ou dans l'intérêt des gens qui sont susceptibles de demander justice vis-à-vis de leurs agresseurs? C'est la question qu'il est légitime de se poser encore une fois. Donc, je pense que cette décision de haut niveau concernant Nicolas Sarkozy suscite une telle interrogation chez les citoyens, chez les justiciables, et que, en fonction de cette décision qui est quand même assez grave, peut-être qu'elle est légitime parce que je ne connais pas le dossier, et que l'association de malfaiteurs, c'est une incrimination qui est assez générale, mais qui permet de faire condamner des gens qui seraient susceptibles de commettre une infraction. Mais enfin, un peu flou, parce qu'on disait ça a empêché la personne de partir, de voyager, enfin de quitter le pays. Oui, mais alors attention, il y a quand même un fait qui m'a un peu interpellé en tant que victime d'attentat victime de terrorisme islamiste, c'est que il y avait cette négociation et cette rencontre avec M. Abdallah Sanoussi, qui était quand même un haut responsable, un haut dignitaire libyen, qui était responsable des attentats d'UTA où il y a eu une centaine de victimes françaises. Et est-ce que, justement, la justice n'a pas voulu sanctionner peut-être cette indélicatesse à haut niveau qui était en raison d'État, de fermer les yeux sur l'implication de ce proche de M. Kadhafi pour rétablir des relations diplomatiques avec la Libye? Ça, c'est une interrogation que je me porte et qui est justifiée. Concernant les autres chefs d'inculpation sur la corruption, la corruption ainsi que les détournements de fonds publics, il n'y a pas eu d'éléments de preuve assez solides pour condamner Nicolas Sarkozy sur de tels chefs d'inculpation. Mais l'association de malfaiteurs permet à la justice de condamner une personne si c'est l'intime conviction qui l'emporte. Il faut comprendre que, par exemple, le système judiciaire américain, si vous n'avez pas de preuves, la personne ne peut pas être condamnée, elle est relâchée. Alors qu'en France, le système de l'intime conviction, et au niveau justement des cours d'assises, même s'il n'y a pas de preuves tangibles, permettent de condamner un prévenu. Ce qui est quand même un vrai problème, parce qu'on le voit dans l'affaire
jubilard, on le voit dans des affaires effectivement criminelles ou autres. L'intime conviction, c'est quand même un sacré sentiment flou. Je ne dis pas ça pour défendre les criminels et autres, mais l'intime conviction sans preuve m'a toujours paru quand même étrange. Mais bon, mais il y a une chose que je vous demande, je vais poser, cher Philippe Deveul. Nous avons discuté hors antenne. Je crois que votre père était magistrat. Oui. C'est ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème, et je dis pas, ça ne concerne pas votre père, bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec certains magistrats, encore une fois, je déteste les généralisations et on ne va pas en faire là, que ce soit les avocats, les magistrats, les journalistes ou autres, est-ce qu'il n'y a pas un problème où on a pu constater depuis 20 ans, 25 ans, que certains magistrats avaient envie, de droite ou gauche confondus, enfin, avaient envie de se faire certains politiques. Et je dirais même quelquefois une furieuse envie. Alors, il est vrai que mon père était magistrat. Alors, il a une carrière judiciaire exceptionnelle. Il a été avocat pendant 30 ans. Et puis, par la voie extérieure, il est passé magistrat à la cinquantaine. Il a été magistrat pendant plus de 20 ans, en occupant des postes assez éminents dans la magistrature assise. Hein. Il était juge au tribunal de grande instance, président du tribunal de grande instance de Chartres, ensuite président du tribunal de police de Bobigny, président du tribunal de police de Paris, et ensuite assesseur à la cour spéciale, aux assises spéciales qui jugeaient les terroristes. Ouais. Bien. Donc, il avait évidemment une connexion avec les juges, il avait aussi ses opinions politiques, il était plutôt, d'ailleurs, il était favorable à la peine de mort, ce qui lui a valu une sorte de blâme dans l'avancement de sa carrière, parce qu'il il était contre. Et évidemment, il avait les confidences de ses collègues. Or, comme ça fait 20 ans qu'il n'est plus de ce monde, et que je le regrette énormément, il me faisait des confidences sur, justement, les options ou les idées politiques de ses collègues. Il avait notamment... Madame Widjeski, Madame Eva Joly, Monsieur le juge Alphen, qui l'avait formé lui-même au tribunal de grande instance de Chartres. Ouais. Et donc, il me faisait part des idées politiques et une sorte de revanche des juges sur les politiques. C'est-à-dire qu'il y avait une revanche des juges sur le politique. Et pourquoi revanche? Alors, c'est intéressant. Oui, parce qu'ils estimaient que le politique se sentait toujours au-dessus des lois, et que justement la mainmise des politiques sur le monde judiciaire, parce que les nominations se font au Conseil des ministres. Et d'ailleurs, il y a toujours, si vous voulez, une question qu'on peut se poser lorsqu'il y a un jugement, quand vous avez par exemple des juges, alors vous avez des tribunaux avec échevinage pour les prud'hommes, pour les conseils de prud'hommes, mais qui sont choisis dans le monde civil. Qui sont absolument. Des juges consulaires. Mais restons sur les tribunaux pénaux, enfin pénal. Oui. Alors au pénal, ce sont donc des juges qui sont nommés par décret en Conseil des ministres, qui fut le cas de mon père. Il avait été nommé justement par le président Valéry Giscard d'Estaing en juin 1980. Et cette nomination donne aux juges un pouvoir énorme, immense, parce qu'ils jugent au nom du peuple français. Alors, quand on est un puriste constitutionnaliste, comme je tente de l'être depuis des années, quand vous avez l'onction populaire, de la légitimité populaire, oui, on peut rendre la justice au nom du peuple français, mais quand vous êtes nommé par l'exécutif, je trouve que cette légitimité, elle est diluée. Comment des juges peuvent rendre la justice au nom du peuple français, hormis peut-être dans une cour d'assises, vous avez des jurés qui sont nommés ou tirés au sort, qui font partie du peuple. Sauf qu'ils sont encadrés par les juges pendant les délibérations. Ils sont complètement encadrés par les juges, et c'est assez difficile de leur faire changer d'avis. L'avocat de M. Landru avait tenté, il avait failli y arriver, mais l'avocat général avait démontré la brillante plaidoirie de mon confrère que Landru avait la sensation de savoir que ces victimes étaient décédées et n'ont pas disparu. Donc, je ferme cette petite histoire judiciaire, mais qui est éclairante et toujours intéressante à citer. Mais il faut comprendre que
la façon dont on nomme les juges, dont on nomme les procureurs, et surtout la mainmise du ministère de la Justice sur le parquet. Oui, la mainmise, je me souviens au moment des Gilets jaunes que Mme Belloubet avait donné des instructions au parquet pour justement appliquer une justice exemplaire à l'endroit des Gilets jaunes. Ouais. Donc ça, à mon avis, ça a altéré le côté de la neutralité de la justice du fait des injonctions données par l'exécutif. Et tout cela peut me choquer quelque part, comme peuvent choquer beaucoup de nos auditeurs. Vous n'êtes pas le seul, oui. Voilà, mais c'est une réalité et il faut faire avec. Et qu'est-ce qu'il advient de tout ça? Évidemment on est toujours dans un état de droit. Mais est-ce que trop de droit tue le droit? Est-ce que le fait qu'il y ait la mainmise de l'exécutif sur la nomination des juges altère cette justement légitimité. Si votre carrière dépend du ministère ou du gouvernement, forcément, la nature humaine étant celle qu'elle est. Oui, mais il faut comprendre que on est en droit de se poser des questions. Mais un avocat est toujours là pour défendre. Si, par exemple, quelqu'un me donne son affaire, je vais le défendre avec toute l'énergie et la célérité nécessaires. Mais il y a toujours un risque de tomber sur un juge qui a des idées, qui a des convictions qui peuvent être opposées à celui qui est mis en cause, ou même par rapport à un mauvais profil de victime, ou même par rapport à un avocat. Parce que les avocats ont généralement vocation à s'exprimer, à avoir des idées, comme c'est mon cas, et ça peut évidemment peut-être heurter un président d'une juridiction ou même des assesseurs. Mais surtout, vous avez dit quelque chose, Philippe Deveul. Effectivement, quand vous parlez de votre père, etc., et on disait, effectivement, et certains juges veulent dire que les politiques ne sont pas au-dessus des lois. Et ils ont raison. Nul n'est normalement au-dessus des lois. Les avocats condamnés, on en connaît beaucoup. Mais, très franchement, qui juge les juges ? Alors ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire qu'il y a une impunité totale pour les juges. Alors, il y a des sanctions. Comme je vous avais donné le cas de mon père qui s'était exprimé lors d'une audience un peu enflammée, où il avait eu affaire à quelques voyous en disant « Mais vous savez, moi, c'est pas parce qu'on a aboli la peine de mort que moi, je suis pour. » Donc, ça lui a valu une entorse à sa carrière. Il n'a pas eu l'avancement qu'il méritait. Oui, mais enfin, il n'a pas été heureusement écarté. Il n'a pas été exclu, ni mise à pied, mais il a quand même eu une convocation du procureur. D'accord, Philippe Deveul, mais le fond du problème, il est encore une fois, toutes les professions peuvent être sanctionnées, et c'est très bien et responsable. Et notamment les avocats. Le Conseil de l'ordre est très dur. Ouais. Quand un avocat est mis en cause et que les faits sont établis, le Conseil de l'ordre peut être très dur et même parfois peut avoir une orientation politique. Bien sûr. Je pense que dans la vie, quand on n'a rien à se reprocher, on ne doit rien craindre. Mais quand même, tous ces éléments, tous ces faits qu'on l'anime bout à bout chacun, peut inquiéter le justiciable, peut inquiéter quelqu'un justement qui a bonne conscience et qui s'estime dans son juste droit. Voilà, bien sûr. Alors, après, on peut faire des comparaisons de constitution. Par exemple, aux États-Unis, le procureur est élu. Les juges sont élus, oui. Voilà, absolument. Et les juges sont élus. Ceux qui donnent. Alors après, vous avez les juges de la Cour suprême qui sont nommés par l'exécutif. Mais si vous voulez, l'onction élective de la souveraineté populaire peut être assurée plus que la nomination ou la mainmise de l'exécutif sur la nomination des juges. Vous seriez de ce point de vue, par exemple, pour une élection des juges un peu, peut-être pas comme à l'américaine à voir, mais ce serait quelque chose qui serait envisageable pour vous? Moi, personnellement, je serais pour un panachage. Un panachage, c'est-à-dire qu'il y ait des juges professionnels qui arrivent par le mérite, le concours ou le tour extérieur. Je pense qu'on doit ouvrir la magistrature. Déjà, on doit dépolitiser la magistrature. Oui. Or,
à mon avis, vaste l'école programme, nationale de cher littérature est Philippe très Deveul, politisée. vaste programme. Oui, et l'ENM est très politisé. Et lorsque vous avez de jeunes magistrats qui sont nommés à des postes au parquet ou qui sont nommés très jeunes procureurs de la République, ça m'est arrivé de dénoncer, et ma parole est libre dans un tribunal, de dire que le procureur qui mettait en cause des pères de famille, etc., compte tenu de son expérience de la vie, n'était pas au mieux pour le juger. Alors bon, ça le mettait un peu en rogne, mais je disais la vérité. Donc, la justice doit s'adapter à sa population et doit s'adapter aussi à sa mentalité. Or, je crois que maintenant, il y a un décalage entre le système judiciaire et la population, compte tenu justement de l'ensauvagement de la société, où on voit de plus en plus de cas criminogènes ou de délinquance plus horribles les uns que les autres. Absolument. Et puis, justement, cette élite, parce que je crois que quand même, l'exécution provisoire, ça me fait penser que Nicolas Sarkozy est un tableau de chasse, combien même il serait mis en cause, un tableau de chasse, combien Nicolas même il Sarkozy. serait condamné. Oui, bien sûr. Voilà, donc on est en droit de ne plus avoir confiance dans la justice, et on le voit très souvent. Et à quoi tout cela amène? Ça peut amener justement à un sentiment d'injustice populaire qui peut provoquer justement une justice parallèle où les gens auront envie de donner ou de se faire justice par soi-même. Et on a vu des cas. On a vu des cas en province notamment où des gens où des jeunes filles avaient été agressées par un supposé violeur, où les parents sont arrivés et puis ont cassé la figure au gars et ils sont passés devant un tribunal. Donc, quelque part, nous sommes dans une décomposition globale. Il n'y a pas que la justice. On voit très bien qu'au niveau politique, il y a une décomposition. Bien sûr. Non, mais Philippe Deveul, je voudrais juste pour aller dans votre sens, tout à fait. Quand on voit quand même que des gens quittent leur appartement, il est squatté, il faut qu'ils attendent 2 mois ou 3 mois ou 6 mois pour entrer chez eux, parce qu'on leur dit « Ah non, vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même, il faut attendre, avocat, etc. » Quand on voit, on en a parlé, moi, récemment, dans une de mes émissions, si vous voulez, on voit quelqu'un, 3 cambrioleurs essayent dans la maison, il a fait des arts martiaux, donc il fait fuir 2, il arrête 1 pour le livrer à la police, et on lui dit « Ah oui, mais tentative de séquestration ». Il y a quand même quelque chose là qui ne va pas très 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 bien du point de vue des victimes et des bourreaux. On a l'impression que, j'exagère à peine, certaines victimes deviennent bourreaux et certains bourreaux, on les traite comme des victimes. Oui, alors c'est une frustration, c'est tout à fait recevable. C'est une frustration du bon droit. C'est-à-dire que déjà, au terme de l'article 4 ou 6 du Code civil, la propriété privée est sacrée. Donc, généralement, les gens qui ont des biens immobiliers, ce sont souvent des gens issus de la classe moyenne qui ont travaillé toute leur vie, qui ont économisé pour avoir un bien immobilier et avoir un revenu complémentaire compte tenu des petites retraites. Et dès lors que leur bien est squatté, c'est un enfer. Alors, combien même il y a des nouvelles lois qui ont été mises en œuvre, c'est un enfer, car la procédure judiciaire prend beaucoup de temps. Alors maintenant, on peut s'adresser directement au préfet, mais cette loi n'a pas englobé tous les cas qu'on pouvait rencontrer. Et que des gens qui se sont installés, qui ont changé la serrure, ils ont autant de droits que quelqu'un qui paye son loyer de manière normale. C'est scandaleux. Philippe Deveul, justement, nous avons beaucoup d'auditeurs qui vous écoutent et de spectateurs. Nous avons, Roxane, des questions du chat, justement, à votre intention. Oui, alors il y a plusieurs questions, on ne sait pas trop par où commencer. Je vais commencer par cette question qui demande si les juges voulaient se faire des politiques, pourquoi ils n'ont pas mis Sarkozy en tôle avant? Je lis textuellement. Ouais. Voilà, si des juges voulaient se faire Sarkozy, pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt? Alors, il avait déjà été condamné puisqu'il bénéficiait d'un bracelet électronique. Donc, bon, ça, c'était une première condamnation. Donc, il avait déjà un casier quand il est arrivé devant cette nouvelle procédure concernant le financement par l'État libyen.
D'accord. Je pense que, évidemment, Nicolas Sarkozy, comme beaucoup d'autres politiques, sont des cibles et des tableaux de chasse pour des juges. Parce que la juge qui a pris cette décision, elle a quand même un certain courage, car elle a essuyé plusieurs menaces, notamment des menaces de mort, ce qui reste quand même inacceptable, mais qui prouve qu'il y a quand même un engouement et qu'il y a une certaine réaction assez forte des partisans, ou pas, de Nicolas Sarkozy. Donc on est sur un domaine très sensible. Il faut savoir, cher André, que dans l'histoire de France, vous avez eu Louis XVI qui a été emprisonné puis guillotiné. Ensuite, vous avez eu j'espère qu'on n'arrivera jamais à ce point quand même. Voilà, mais bon, c'est quand même assez rare sur sur ces dizaines de siècles d'avoir un chef de l'État qui n'est plus en fonction embastillé. C'est vrai. Roxane, on a une autre question? Oui, il y a plusieurs questions. Par exemple, plusieurs auditeurs se demandent si son avocat pourrait le faire sortir rapidement de prison. Oui, est-ce que alors, vraie question, ça, on l'a beaucoup eu. Est-ce qu'il va faire, on ne peut pas prédire, bien sûr, cher Philippe Deveul, mais est-ce qu'il va faire ces 5 ans où il peut obtenir un raccourcissement de la peine, ou en tout cas un aménagement avant? Oui. Alors, déjà, la loi s'applique pour tout le monde, y compris pour Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que ses avocats sont en droit de demander un aménagement de la peine. Alors, il y aura plusieurs conditions à répondre. Déjà, il faut qu'il y ait une bonne conduite à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Je pense que ce ne sera pas un problème avec Nicolas Sarkozy. Oui, ensuite, on pourra toujours évoquer le problème de l'âge. Il a 70 ans, donc c'est quand même, Nicolas Sarkozy va quand même subir un choc carcéral, car la prison, c'est pas vraiment le meilleur endroit pour aller après la vie qu'il a eue. Alors beaucoup diront c'est bien fait pour lui, et puis d'autres diront c'est scandaleux. Mais il y aura un choc carcéral. Il pourra être susceptible de subir une très lourde dépression qui pourrait même le conduire à des idées suicidaires. Et ça, on l'a vu. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort et assez lourd. C'est quelqu'un d'assez solide quand même. Il a le moral. Oui, je ne sais bien pas, sûr. Mais André, quand vous allez en prison, avant d'y être, vous n'y êtes pas. C'est comme si vous passez sur une table d'opération. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Je veux dire, et la prison, c'est quand même très dur. Même moi, en tant qu'avocat, quand je vais voir des clients, je suis privé de liberté le temps de voir mes clients pour établir leur stratégie de défense. Heureusement, vous savez que vous allez sortir. Oui, moi je me réjouis à chaque fois que je sors, je me réjouis, je me dis c'est pas plus mal la liberté quand même. Donc c'est vrai que la liberté. Il y a aménagement, oui, Roxane. Oui, mais donc les avocats devraient pouvoir. Oui, absolument. Alors, il y a divers aménagements. Alors attention, pour les problèmes de santé, il peut évoquer aussi des problèmes de santé, mais comme il a montré qu'il a fait des footings il n'y a pas si longtemps que ça, avec sa garde rapprochée, ça va être difficile. Voilà. Il y a une autre question qui demande si c'est Nicolas Sarkozy qui a durci qui a durci lui-même les exécutions provisoires. Qui a durci les exécutions provisoires. Oui. Oui, alors c'est vrai que Sarkozy, avec les doubles peines, etc., subit un petit peu sa politique judiciaire assez musclée lorsqu'il était au pouvoir. Alors c'est un peu une sorte de boomerang un peu injuste, parce que je pense que Nicolas Sarkozy, on peut lui reprocher beaucoup de choses au niveau politique. Et moi, personnellement, je reprocherais peut-être son européisme forcené et d'avoir détourné le référendum de 2005 quand on a dit non à la Constitution européenne. Certes, on lui a beaucoup reproché. Et puis la réintégration dans l'OTAN, etc. Alors, oui. Justement... Alors ça, on peut lui faire grief. Mais quand même, Nicolas Sarkozy est une personnalité brillante, qui a quand même la dignité d'un chef d'État, et je ne citerai pas celui qui nous gouverne aujourd'hui, mais il avait quand même quelque chose de conséquent. Il a commis des erreurs politiques, mais c'est le jeu de la vie politique. Soit on gagne, soit on perd. Vous disiez je crois qu'il y a une question là-dessus. Exactement, vous me faites parfaitement ma transition, car il y a une question qui revient énormément, et beaucoup de questions qui reviennent là-dessus. Est-ce qu'il est, je vous en lis une là textuellement, mais beaucoup d'auditeurs se demandent s'il est possible que Nicolas Sarkozy soit jugé pour ce qu'ils estiment être une véritable trahison de la France, à savoir la ratification du traité de Lisbonne contre le
le référendum. Le référendum 2005, oui. Et je pense qu'on peut ajouter aussi la question de la suppression du crime de haute trahison. Oui, Oui. Et puis, alors certains lui reprochent, je dis ça pour tout, mais enfin, on peut pas tout aussi mettre sur le même sac, dans le même sac. C'est le patrimoine d'or de la France. Il a vendu beaucoup d'or, effectivement, pendant son... 600 tonnes d'or, quelque chose de 600 considérable. tonnes d'or, voilà. Alors, qui vaudrait beaucoup de d'ailleurs choses. aujourd'hui, si on les avait conservés, une fortune. Oh là là Et voilà, ils valent 4000 fois leur prix, là, aujourd'hui. Exactement. Donc ça n'a pas été un très bon choix. Mais oui, mais c'est le problème de toute cette nouvelle génération de politiques qui pensent que le cash va renflouer les caisses, qu'il va y avoir du ruissellement, etc. Il n'y a pas, vous voyez, ce côté bon père de famille qui peut penser à long terme pour diriger un pays. Bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, on ne peut pas juger Nicolas Sarkozy, enfin, ce jugement ne le juge pas du tout pour des raisons politiques. Il le juge sur des faits qui rentrent dans le cadre du droit pénal. C'est vrai que, personnellement, en tant que souverainiste, je trouve que Nicolas Sarkozy a eu tort de contourner ce référendum. Mais pour toute cette génération politique, Sarkozy, Hollande et encore plus Macron, l'Europe est le nec plus ultra de la gouvernance politique actuelle. L'horizon indépassable de notre temps, comme disait. Voilà. Et qui est en fin de compte un préalable au mondialisme, un gouvernement mondial qui est, à mon avis, tout à fait ubuesque et une idée saugrenue. Mais bon, de toute façon, vous voyez très bien que toute cette position, depuis justement l'adhésion à l'euro et à l'adhésion au traité de Lisbonne par le Congrès, sont quand même bouleversées dans leur fondation. Et que même les partis assez conservateurs n'ont plus la même dynamique sur l'Europe, combien même le Rassemblement national a fait marche arrière. Donc oui, beaucoup reprochent à Nicolas Sarkozy son européisme et une part de mondialisme, parce qu'il est... Mais on ne peut pas le condamner pour ça en prison. Mais on ne peut pas le condamner pour ça. La plus grande condamnation, c'est de perdre des élections, c'est ce qui s'est passé. C'est ça, c'est vrai. Philippe Deveul, merci beaucoup. Merci. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes enseignant à Paris 5 Descartes. Merci parce que, voilà, il faut toujours éclaircir et vous y avez grandement contribué. Je vous remercie, André. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi.